Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voudrais savoir ici dans la salle qui est utilisateur de la DeFi au quotidien. Ok, on m'avait dit que c'était plutôt néophyte, mais finalement pas tant que ça. Donc j'espère que ça va vous parler, ce que je vais raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de crypto-loan pour les institutionnels Web3 et ce qu'on fait avec Atlantis. Donc quelques mots sur moi au début. Donc, je m'appelle Alexis Masseron et je suis cofondateur et CEO d'Atlantis Labs, qui est donc le principal contributeur au protocole Atlantis, qui est un protocole de lending non collatéralisé. Donc je bosse en crypto depuis 2017 et avant je travaillais chez Consensus en tant que software engineer tech lead. Et je suis un grand croyant, entre guillemets, sur le fait que la DeFi, c'est avant tout, au-delà de la spéculation, un moyen en fait de créer un marché qui est plus ouvert, plus trustless, plus efficient, autant pour les individuels que pour les institutionnels par rapport à la TradFi, comme on l'appelle. Et donc, pour parler avant tout donc, de notre sujet qui nous amène aujourd'hui, je dois vous parler d'un des principaux problèmes dans la DeFi, qui est donc ce qu'on appelle l'over-collatéralisation. Donc, je sais pas si du coup, je pense que vous êtes un petit peu tous au courant, puisque vous avez dû utiliser des protocoles comme AV, Compound et compagnie. Et donc, le principal problème dans ces protocoles-là, c'est que pour emprunter, on doit avant tout déposer des fonds et s'en servir comme collatéral. Donc on doit les loquer dans le protocole et en général, pour emprunter, on doit emprunter avec un ratio qui est supérieur à 100%, donc qui est entre 100 et 150%, ce qui fait que pour emprunter 1 million, je dois fournir en général 1,5 million en face. Donc là, il y a des use cases qui sont assez évidents à l'utilisation de ça au premier abord, qui sont le yield farming. Donc pour yield farmer, je vais aller déposer mes Ethers que je n'ai pas envie de jouer sur un protocole tout nouveau. Je vais emprunter X tokens que je vais aller mettre dans un autre protocole. Ensuite, récupérer des Y tokens que je vais mettre dans un autre protocole et compound les yields comme ça. Ça, c'est un problème parce que même si ça marche pour du coup une certaine tranche des acteurs dans le Web3, ça ne marche pas du tout pour des institutionnels. Donc, des entreprises qui voudraient fonctionner comme elles fonctionnent dans le Web 2, si vous regardez aujourd'hui des Google, des Facebook, des Amazon ou même des startups un petit peu plus nouvelles, elles sont très généralement fondées avec de l'argent de VC, mais elles ont aussi toutes une ligne de crédit ou un emprunt dans une banque traditionnelle. Et en général, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour donc couvrir ce qu'ils appellent des operational costs, des OPEX. Et ça, c'est du coup un use case qui est complètement impossible actuellement à faire dans la DeFi à travers des lending protocoles traditionnels. Et donc, si on veut contrebalancer ce point-là et donc autoriser des acteurs comme des DAO, des DeFi protocoles, mais aussi des acteurs Web 2, donc comme des fintech par exemple, à accéder à des nouveaux streams de liquidité à travers des protocoles DeFi. On a tout intérêt en fait à créer des protocoles qui s'intègrent directement avec ce type de structure. Et je pense vraiment que sur la DeFi, il y a vraiment un super cas d'usage là-dessus, parce qu'en travaillant en fait sur la blockchain, il faut savoir que par défaut, comme on rely sur une L1 ou sur une L2, tout est transparent. Donc on peut voir les transactions, on peut voir les actifs, on peut voir les portefeuilles, les adresses. On arrive à très facilement ouvrir les financials pour faire des analyses financières, pour pouvoir monitorer les fonds, où est-ce qu'ils vont, etc. etc. Et on peut aussi rendre le life cycle du loan complètement trustless à travers des smart contracts. Donc désolé déjà si j'utilise énormément de franglais, mais c'est la première fois que je fais le talk en français, donc je galère un petit peu à ce niveau-là. Mais voilà, si en mettant complètement
la cycle de vie du loan dans les smart contracts, on peut rendre ça finalement, mitiger le risque de défaut le plus possible. Et finalement, le risque de défaut devient le risque de hack du smart contract. Et aujourd'hui, il y a des protocoles d'assurance qui couvrent les utilisateurs contre des risques de hack de smart contract. Mais aussi, on peut auditer les smart contracts, les regarder, etc. etc. Donc, si on regarde maintenant comment les protocoles en question fonctionnent, donc on a en général d'un côté ce qu'on appelle des LPs, des liquidity providers, qui déposent donc dans soit ce qu'on appelle des vaults ou des pools. Donc la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où la liquidité va être capée à un niveau maximum. Et de l'autre côté, on va avoir donc des institutionnels qui vont venir emprunter directement dans les vaults. En général, on a d'un côté plusieurs LPs et de l'autre côté plusieurs borrowers. Donc ça, c'est un problème qu'on a identifié puisque aujourd'hui, en tant que dépositaire, je m'expose donc au risque de défaut de tous les emprunteurs si je veux déposer dans ces pools. Si par exemple, moi j'ai identifié qu'il y a un emprunteur particulier qui est très robuste et qui me plaît et auquel je fais confiance, je suis incapable aujourd'hui de prêter mon argent uniquement à cet emprunteur. Je suis obligé donc de m'exposer à tout ce risque-là. La due diligence, qui est donc un process qui est forcément très compliqué à mettre en place, sur lequel on n'a pas forcément accès à tous les financials, etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui est entièrement fait par le borrower, par le dépositaire. Donc ça, justement, c'est quelque chose dont je vous parlerai un petit peu avant, mais il y a une grosse évolution en termes de ce qu'on appelle le credit scoring sur tous les acteurs Web3. Et enfin, les termes du contrat donc, sont négociés en général par un third party, qui est donc ce qu'on appelle en général soit un pool manager ou un pool delegate. Et donc ces termes sont négociés directement entre cet acteur-là et l'emprunteur. Donc finalement, c'est un peu comme si on remettait une black box directement dans l'architecture globale du protocole, qui est censé être complètement décentralisé et trustless, ce qui est vraiment pas génial. Et donc, ce qu'on est arrivé à faire avec le protocole en question, avec Atlantis, du coup, c'est qu'on a donc un non-custodial protocole qui est déployé sur Polygon. On peut voir ça exactement comme une marketplace de lignes de crédit. Voilà, si on veut la faire vraiment simple, c'est ça. Et donc, comme je disais, d'un côté, on a des LPs qui vont fournir la liquidité à des emprunteurs qui sont institutionnels, qui sont VT. Donc, le principe, ici, il n'y a pas de third party qui définissent les termes du loan. On a en fait construit un order book, un livre d'ordre sur la partie lending de la pool. Donc les dépositaires qui viennent déposer leur argent dans la pool peuvent choisir en fait à qui ils vont s'exposer. Donc on a une pool par borrower. Donc on n'est pas exposé à plusieurs borrowers en même temps. Et on peut choisir en fait au rate auquel on est confortable de prêter notre argent aux borrowers. Et donc les borrowers en question, ils passent un process pour pouvoir accéder au protocole, qui est donc, on a du KYC, du KYB, et on a des analyses financières de leur balance sheet, de leurs différents comptes, s'ils ont des comptes de trading sur FTX, Binance, etc., etc. Et à la fin de tout ça, on reçoit un credit score qui est donc donné par un de nos partenaires. Ce n'est pas nous qui le faisons entièrement. Nous, on s'occupe de maintenir la marketplace. Et on affiche ce credit score à côté de la pool en question pour donner une indication aux emprunteurs, aux dépositaires, du risque qu'ils prennent en prêtant donc à ces protocoles en question. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, donc là aujourd'hui, nous on est un peu plus d'1,5 million de TVL. On vient de commencer donc la semaine dernière à sortir le protocole. Et ce qu'on voit, c'est que cet écosystème est tout naissant. Il date de l'année dernière. En un an, il y a eu plus de 3,5 milliards de loans non collatéralisés
pour des institutionnels qui ont été issued. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que les use cases qui étaient au début très centrés sur le market making notamment et l'arbitraging sont en train de s'étendre pour des boîtes plus traditionnelles, puisqu'en même temps donc les DeFi protocoles, les DAO, etc. deviennent de plus en plus matures et du coup ont de plus en plus de coûts opérationnels et donc sur lesquels ça devient plus intéressant effectivement d'emprunter plutôt que juste de couvrir ça avec sa balance sheet. Et de l'autre côté, on est aussi dans une phase qui est un petit peu différente, puisque donc l'année dernière, on était beaucoup dans le bull market, on avait des APY qui étaient donc délirants de tous les côtés, et les gens s'exposaient à des risques, mais sans vraiment reconnaître, puisque de toute façon, comme tout montait, bon, on se disait que c'est pas grave si on perdait un petit peu ici, on allait gagner 10 fois plus de l'autre. Aujourd'hui, on est dans une phase, une tendance qui est beaucoup plus descendante et beaucoup plus risque-averse. Et là, du coup, ça fait beaucoup plus de sens pour les dépositaires d'aller chercher des sources de revenus et de yield qui sont beaucoup plus sustainable. Donc, on va chercher en fait des yields qui se rapprochent de use cases qui soient solides et sur lesquels on va se distancer justement de yield farming et de spéculation. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'avec ça, plus le fait que l'infrastructure Web3, donc Ethereum et compagnie, est devenue beaucoup plus robuste, permet maintenant de construire des applications beaucoup plus sophistiquées et l'expérience utilisateur, autant pour les emprunteurs que pour les dépositaires, s'améliorer énormément. On est en train d'arriver donc vers une nouvelle révolution qui va se diriger donc pour les institutionnels et les ouvrir à la DeFi. Voilà. Donc merci beaucoup. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions, je suis partant pour répondre à tout. Merci. Oui. C'était par rapport aux emprunts. Donc, clairement, j'ai fait quelques tests, ça fait longtemps, sur Celsius Network, qui malheureusement ont quelques soucis. Et je peux vous dire, je me suis amusé à essayer d'avoir le meilleur taux. Et d'après mes tests, c'est que c'était plus intéressant d'aller vers ma banque traditionnelle, où j'ai eu un meilleur taux que sur des plateformes. Là, dans le cas, c'était centralisé, mais peut-être sur les plateformes décentralisées, ça serait des meilleurs taux. Donc, si vous pouvez avoir... Oui, si vous pouvez juste me parler par rapport au taux. Ok, donc, mais sur Celsius, du coup, vous prêtiez directement du coup, à Celsius sur des... Et là, j'ai même pas parlé du collatéral. Donc, il m'avait aussi demandé de bloquer une certaine somme de BTC et de l'ETH. Donc, c'était pas du tout intéressant pour moi d'aller faire des emprunts dans la DeFi. C'était plus intéressant. C'est justement, ça, on revient du coup sur le tout début, sur l'overcollatéralisation, qui est donc le problème. Enfin, Celsius, en fait, c'est le côté centralisé en plus d'un compound AV et compagnie. Mais effectivement, on revient sur ce problème-là, qui est vraiment la source du problème qu'on essaie d'apporter, parce qu'effectivement, en fait, avant ça, ça fait absolument aucun sens pour un institutionnel d'emprunter à des taux pareils. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que chez vous, vous allez proposer ou vous avez des meilleurs taux que sur des banques traditionnelles? Oui, bah là, on a la première loan qu'on a issued, elle est à 4,1% sans collatéral. Donc on n'est pas encore sur des taux qui sont comparables à la TradFi, mais on s'en rapproche. Et du coup, je pense que donc là actuellement d'ailleurs, ce qu'on a issué la semaine dernière, c'est donc la loan non collatéralisée avec le taux le plus faible de toute la DeFi. Okay. Merci, à tester alors. Ouais. Merci beaucoup.